Marty reçoit Marc Potier. Donc, Marc Potier, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la galerie Lara Rossler à Ipanema, galerie que vous connaissez bien. Je connais toutes les galeries Rossler. São Paulo, Rio, New York. Donc c'est un peu une maison ici pour vous. La galerie Rossler, c'est une des galeries les plus importantes du Brésil, donc c'est difficile de passer à côté. Merci d'être avec moi ce matin. Ce qui m'intéresse en fait de votre parcours, parce que c'est quand même un parcours de curateur international qui est absolument exemplaire. Je pense que c'est difficile de faire une plus belle œuvre de vie, on va dire, en tout cas professionnelle. Et donc, très flatteur. Je crois que entre nous, j'ai plutôt un CV atypique, totalement atypique. Alors justement, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que dans le monde de l'art, il y a une partie matérielle, qui est les œuvres, tout ça, et l'argent aussi peut-être, une partie immatérielle, mais il y a surtout très peu de règles claires. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, dans ce milieu-là qui est pas vraiment facile à appréhender, comment vous avez créé vos propres règles, en fait. Par exemple, est-ce que vous avez dû définir ce que vous appelez l'art? Je crois qu'en fait, le monde de l'art est un monde qui est très très grand. Et quand on commence sa carrière, moi j'ai commencé comme commissaire-priseur. J'étais le premier clerc d'un quelqu'un qui s'appelle Francis Briest, qui maintenant est arcurial. Je crois que c'est un métier où on apprend énormément de choses, mais où tout d'un coup on voit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et quand tout d'un coup on décide de promouvoir l'art de sa génération, on se rend compte que le monde des ventes en enchères publiques n'est pas fait pour ça. D'abord, je pense que ma personnalité fait que je ne suis pas du tout quelqu'un d'adapté au marché. Je suis plutôt quelqu'un qui suis du côté des artistes pour les promouvoir à travers des actions, qui peuvent être des expositions, qui peuvent être des livres, qui peuvent être des émissions de télévision. Mais les ventes en enchères publiques, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. De même qu'une galerie commerciale, c'est pas du tout un univers où j'ai un don pour ça. Donc, je crois que quand on rentre dans le monde de l'art, et j'ai eu cette chance d'y entrer à une époque sans trop de difficultés, après, c'est une manière de s'adapter et de naviguer de façon à trouver son exacte place. Et moi, mon exacte place, c'est promouvoir l'art de ma génération et être à disposition des artistes, quels qu'ils soient, pour essayer de les valoriser. Et pour ça, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Commissaire d'exposition, c'est un très très beau moyen, parce que monter des expositions, c'est bien. À partir de là, bon, vous l'avez vu, je pense qu'on en parlera, on peut inventer, c'est-à-dire que aujourd'hui, non pas que j'ai inventé moi ce métier-là, mais je m'y dédie de plus en plus, c'est à savoir inviter des artistes à créer des œuvres en fonction de projets architecturaux ou de jardins. Donc c'est complètement une autre manière de traiter les artistes, c'est pas les exposer en mettant des œuvres dans un carré blanc, un musée, une institution culturelle, mais c'est tout d'un coup les faire vibrer en fonction d'un projet qui est un projet d'architecture ou un projet de jardin. Et après, bon, écrire, évidemment, c'est toujours une manière merveilleuse de plonger dans l'œuvre d'une ou d'un artiste. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir ici au Brésil ma propre émission de télévision qui s'appelait O Olhar Estrangeiro, l'œil de l'étranger, où j'ai pu présenter avec Archie mon Brésil. Et ça, c'était très très enthousiasmant et certainement un des plus beaux moyens, les plus efficaces pour promouvoir l'art de son pays. C'est intéressant, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de l'ancrage, c'est-à-dire que vous parlez de ce qui est blanc, vous parlez de ce qui est donc plutôt vivant, et j'ai le sentiment que en réalité, et donc aussi du Brésil, et quelle est la place pour vous du territoire de l'œuvre, entre guillemets? C'est-à-dire qu'une œuvre pour vous a plus de sens dans un hôtel, par exemple, ou dans une exposition, ou dans... Je crois qu'il n'y a pas de modèle, justement, la grande liberté du monde de l'art, c'est qu'il n'y a aucun modèle. Et qu'on est, depuis le début du siècle dernier, où il y a eu tellement de remises en cause avec tous ces mouvements artistiques brillants, ces écoles où justement on essayait de faire sauter toutes les frontières, les frontières elles continuent à sauter aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, parler d'art, c'est aussi parler de son, c'est aussi parler de parfum, c'est aussi parler d'installation dans la nature, je dis toujours que ma clé d'entrée pour le Brésil, c'était un artiste qui s'appelait, parce que malheureusement il nous a quittés, s'appelait Tunga. Et Tunga, finalement, il avait une œuvre d'artiste classique, mais c'était pour moi un philosophe. Donc on est dans des espèces de frontières où il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est passionnant avec l'art contemporain, c'est que tout reste toujours possible. Donc chercher des règles, c'est vain en fait. C'est pas l'objectif. C'est juste pas l'objectif. Pour un artiste nouveau, souvent il y a un besoin de repères. Et vous, ce que vous nous dites, c'est arrêter de chercher des repères.
Oui, mais après, une fois de plus, son cheminement dans le monde de l'art, quel, quel, qu'on soit commissaire d'exposition ou artiste, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose en fait, on avance dans la vie, on rencontre des personnes, on a des chocs, il y a des œuvres qui deviennent des références, il y a des personnes qui deviennent des mentors, et à partir de là, ben, on fait sa propre salade. Mais c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas une règle en particulier. Mais je crois que pour chacun, à partir du moment où on a décidé de consacrer sa vie à l'œuvre des autres, c'est le cas, on avance un peu en fonction des rencontres et en fonction des sensibilités, en fonction de la manière dont on évolue soi-même. Et pour avoir donc travaillé dans beaucoup de pays dans le monde, c'est porté sur le Brésil parce que justement, vous avez senti cette effervescence ici. Le Brésil, c'était une magnifique rencontre parce que j'étais venu pour écrire un livre sur les missionnaires de l'art contemporain. Donc, je voulais parler de personnes qui, dans l'ombre, promouvaient l'œuvre de leur génération. Et donc, je voulais m'éloigner de tout ce qui reste encore à la mode, c'est à savoir le marché de l'art, et donc les gens qui spéculent pour gagner de l'argent avec l'art, ou des gens qui utilisent l'art comme un ascenseur social. Donc, je voulais parler des autres. Et à l'époque, on m'avait dit qui pense mettre en Amérique latine. Je parlais ni portugais ni espagnol, je ne connaissais pas. Et j'ai eu la chance d'arriver chez un grand collectionneur qui s'appelle Ranche Halft à Buenos Aires et que j'ai interviewé. Et il m'a dit, comme vous êtes en année sabbatique pour écrire ce livre, plutôt que de rentrer directement en France, arrêtez-vous au Brésil, c'est formidable, je vais vous aider. Et Ranche, à l'époque, m'a ouvert toutes les portes. À savoir, j'ai rencontré ici à Rio Gilberto Chateaubriand, Adolfo Lerner San Paolo. Enfin, j'ai tout de suite vu les plus grands collectionneurs. J'ai rencontré très vite Tunga, qui a été une révolution dans ma vie, parce que c'était un des plus beaux artistes que j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui dans toute ma carrière. Et à partir de lui, je suis rentré dans tout un réseau complètement incroyable. Et là, quand vous êtes dans une caverne qui déborde de trésors, je voudrais bien blasé pour tout à coup dire qu'on va aller ailleurs. Donc là, le Brésil est rentré de plein fouet dans ma vie. Et c'était en août 92. Et voilà, donc en février 2024, je continue à m'enthousiasmer, à découvrir plein de choses dans ce pays. Et du point de vue justement des collectionneurs, eux, il y a une recherche, comme chaque collectionneur va avoir une recherche différente, vous diriez, ou c'est vous Oui. qui allez être force de proposition ou... Il y a autant de collections, il y a autant d'aventures que de collectionneurs. Il y a quand même un certain nombre de règles qui sont un peu fixes dans tous les pays. C'est savoir que généralement, c'est toujours un groupe avec des amis collectionneurs, quelques conservateurs, quelques artistes qui donnent des conseils. Et on se rend compte que quand on va à San Francisco, très bien, je me souviens quand j'y suis allé pour la première fois, tout le monde avait son Gerhard Richter. Et c'était assez amusant de voir qu'il y avait quand même un certain nombre de lignes continues. En règle générale, les collectionneurs commencent toujours par promouvoir les artistes de leur pays. Et petit à petit, en fonction de leurs rencontres, internationaliser des collections. Mais généralement, les collections sont assez nationales. C'est très rare les vraies collections très internationales. D'accord, ce serait plutôt confidentiel. Vous diriez que c'est lié à la valeur de la collection, puisque plus elle est internationale, plus elle a une valeur élevée, ou c'est pas vraiment lié? Je parle pas de valeur, parce que comment dire, je crois qu'aujourd'hui, un vrai collectionneur ne va pas s'occuper de valeur. Okay. On le voit bien, là, on est abreuvé de toutes ces références, des 20 artistes les plus chers du marché. Je me défie beaucoup de gens du monde de l'art avec lesquels je travaille, de citer les 20 artistes les plus chers au monde aujourd'hui. Généralement, il y en a une grande partie qui sont chinois, on les connaît pas fatalement bien. Et donc, il faut vraiment faire une séparation entre un collectionneur qui va regarder l'œuvre d'art, ce qu'elle est, et non pas parce ce qu'elle peut représenter en termes financiers. Et surtout avec avoir la peur de dire j'investis, je vais perdre de l'argent. Et ça, c'est les collections les moins intéressantes. Et de tout ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, les collections les plus intéressantes sont sont des collectionneurs qui se libèrent et qui choisissent parce qu'ils en ont envie. Il y a un désir, il y a des rencontres, En fait, c'est la beauté comment dire, c'est ce qu'ils ressentent en voyant l'œuvre qui va créer le fait qu'ils ont envie de l'avoir dans la collection, mais pas des données métaphysiques de savoir si l'œuvre va pouvoir être vendue plus cher, etc. De toute façon, quand on regarde l'histoire de l'art, c'est super, parce que si on regarde
Georges de la Tour, par exemple, c'est l'exemple typique d'un artiste qui est resté dans l'ombre pendant très très longtemps. Et puis tout d'un coup, maintenant, célébré dans le monde entier comme une référence absolue de l'art ancien. Euh, Quand on pense en France, c'est pour ça, au lieu de Parc, l'artiste de la galerie Bernard Besser, il est resté dans l'ombre pendant très très longtemps. Et tout d'un coup, il y a eu, grâce à Dieu, un certain nombre de conservateurs, Laurent Lecomte, qui est l'actuel président de Pompidou, Jean Loisy, qui tout d'un coup l'ont fait sortir de l'ombre et on dit, bah, on a oublié de regarder cet artiste-là qui a une œuvre absolument phénoménale. Donc c'est très très sinusoïdal la vie de l'art. C'est pour ça qu'il faut arrêter il faut s'échapper des valeurs financières et s'échapper on va dire, du quand dira-t-on et de la mode. Et vous diriez que c'est une lutte de le faire, c'est-à-dire que c'est lorsque cette partie financière est occupée, c'est là où on commence à vraiment vivre l'art, c'est ce que je comprends de ce que vous dites, et qu'on peut vraiment créer, puisque les collections qui sont des collections plus financières, entre guillemets, ou d'investissement sont moins intéressantes. Donc, est-ce que c'est facile ou pas de se détacher de ce côté financier? C'est pas facile parce que aujourd'hui tout est fait pour si vous regardez la plupart des articles qui sortent dans les journaux, tout est fait pour célébrer le marché. Donc on parle beaucoup plus d'argent, des prix records dans les enchères publiques, des galeries blockbusters où certains collectionneurs vont là pour acheter une marque. Finalement. On va chez Gagosian, bon, il a très très bons artistes, hein, je ne peux pas dire le contraire, mais vous avez certaines personnes qui vont là parce qu'ils vont acheter du Gagosian. Donc, c'est complètement autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Oui, c'est l'œuvre, on achète le matériel. On n'achète pas le matériel qui va avec l'œuvre. C'est vraiment l'œuvre en soi, le nom, ce que l'œuvre apporte en termes de représentation sociale. C'est-à-dire que vous vous accrochez à des choses qui sont complètement inutiles, savoir la valeur de l'œuvre et le fait qu'un certain nombre de personnes qui sont des références pour certains disent que c'est bien. Mais ça empêche de voir véritablement l'œuvre telle qu'elle est. Et vous avez des exemples, par exemple, d'œuvres que vous saviez qu'elles ne valaient rien, entre guillemets, sur le marché, mais sur lesquelles vous avez parié, vous les avez mis dans une exposition, alors que la personne était complètement inconnue. Bah, de toute façon, le rôle d'un commissaire d'exposition, c'est de faire ça toute la journée. Hein. Il y a des exemples pour en citer plein, mais je crois que aujourd'hui, monter une exposition ou aider quelqu'un à créer une collection, c'est justement essayer de doser habilement en fonction de la sensibilité des uns et des autres et de ce qu'on peut rencontrer. Mais s'il suffisait de prendre que les références, ce serait pas un travail de commissaire d'exposition. On a perpétuellement cherché les pépites et grâce à Dieu, il y en a beaucoup. Et quand vous faites justement une exposition, vous commencez par quoi en fait pour avoir un... Alors déjà, est-ce que la plupart du temps, c'est pas vous qui choisissez? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est souvent vous qui choisissez? Et lorsque vous choisissez... Non, si on fait appel à un commissaire d'exposition, c'est pour qu'il choisisse et qu'il oriente. Et généralement, ça commence toujours par un narratif. En fait, quelle que soit une exposition ou un projet dans l'art public, si vous mettez les uns à côté des œuvres sans qu'il y ait une histoire à raconter, ça ne marche pas. Ça donne des choses posées les unes à côté des autres. Ça donne des choses à mort. En revanche, si vous avez un narratif, par exemple, si vous allez au Matarazzo, Rosewood, Matarazzo et San Paolo, là, on a invité une quarantaine d'artistes. Ça, c'est l'hôtel. Et là, le but, c'était de dire, nous sommes dans un pays qui a une diversité culturelle assez importante, et on va vous raconter ça. Et donc, on a invité un certain nombre d'artistes représentant des communautés indigènes, des communautés afrodescendantes, des communautés du funk de la banlieue de São Paulo, de façon à montrer la grande variété qu'on pouvait trouver au Brésil, qui fait que aujourd'hui, le Brésil est certainement un des pays les plus intéressants de création contemporaine. Donc là, on avait une histoire. Là, je travaille sur un autre projet d'art public. Le nouveau quartier de Curitiba s'appelle Ecoville. La narrative, elle est complètement évidente. On va piocher les artistes qui travaillent sur cette idée du lien entre l'homme et la nature. Ecoville. Mais à chaque fois, c'est une histoire qu'on raconte, parce que sinon, c'est accumuler des œuvres, les mettre les unes à côté des autres sans sens, et c'est pas très intéressant. Et comment ça a été reçu alors? Parce que lorsque vous faites commissaire, comme vous l'avez fait pour Rosewood, il y a toujours une appréhension de savoir est-ce que les gens vont apprécier la combinaison que j'ai réalisée, etc. Et Je crois que dans toutes les aventures, il faut se lancer avec
avec passion et sincérité. Et généralement, ça marche. Et puis, quand vous savez de quoi vous parlez, quand vous savez quelle est l'histoire que vous voulez raconter, alors après, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, mais bon, en l'occurrence, ça se passe très très bien. C'est un énorme succès. Et si on veut faire des visites guidées du matin au soir, on pourrait en faire non-stop. Et ce qui est très satisfaisant, c'est de voir que le message est passé et que pour beaucoup de Brésiliens qui doutent beaucoup encore de la richesse qu'on peut trouver dans leur pays, ils sortent de là, ils sont complètement fiers. Ils se rendent compte qu'ils ignoraient que leur pays était à ce point riche. Mhm. Et j'ai une question qui me vient là, mais est-ce que vous pensez que ça peut être lié? C'est-à-dire que la créativité dans des pays où peut-être que le fait de gagner de l'argent est plus valorisé, alors qu'au Brésil, peut-être qu'il y a une liberté quelque part, euh, une liberté de ne pas être toujours dans une carrière professionnelle, de ne pas être toujours porté par un, entre guillemets, que d'autres valeurs, peut-être que celle seulement de l'argent, ça peut être ça le terreau d'un pays très créatif. Vous me posez une colle là. Ah, Je ne sais pas très bien, moi, c'est sûr, en parlant du Brésil, le Brésil n'existe pas. C'est une notion complètement abstraite, parce que si vous allez du nord au sud, vous allez vous rendre compte que vous avez des Brésils. Donc il y a pas une réalité de ce pays. Vous pouvez tout existe et il y a pas une règle en particulier. donc la créativité, ça peut naître dans tous les contextes en fait. Ça peut naître, il y a pas, vous avez jamais, parce que vous avez fait New York, vous avez fait Tokyo, vous avez fait Abu Dhabi, vous avez fait Paris quelques années, et il y a aucun de ces endroits, la richesse du Brésil, on l'entend là maintenant, mais même dans ces autres pays-là, Voilà. il y a toujours eu cette émotion, cette, Le Brésil, c'est gigantesque. Déjà, c'est très unique dans le monde. ouais. Et le Brésil est un des rares pays qui a réussi l'intégration des différentes populations qui sont venues le peupler. Et donc, si vous regardez de quoi de quoi est fait le Brésil, au fond, c'est italien, c'est libanais, c'est japonais, c'est allemand, c'est ukrainien, c'est donc vous avez toutes les catégories de monde, bon, africain évidemment, euh, et qui donnent une diversité absolument hallucinante, avec cette particularité qui est très différente de New York, qui fait que, quelle que soit l'origine, quelle que soit votre origine, vous êtes brésilien. Et éventuellement, après, si vous êtes curieux, vous allez gratter, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des origines portugaises, africaines, etc. Mais c'est pas le sujet, C'est d'abord au Brésil. c'est d'abord Brésil. Et c'est ça qui est très beau dans ce pays. Alors si j'ai une dernière question pour vous, là. Bon, je me mets à la place des artistes émergents. Moi, je suis mandataire d'artiste et mon objectif, c'est toujours de faire en sorte que la carrière des artistes qui me confient euh, leur volonté d'être artiste accomplie et d'avoir une vraie carrière dans ce monde-là. C'est-à-dire que il y a plein de manières d'être artiste, mais ceux qui viennent me voir et qui me confient, entre guillemets, leur œuvre et leur représentation, la première question qu'ils me posent toujours, c'est mais comment on se fait repérer en tant qu'artiste émergent? Donc, est-ce que vous avez des idées à leur répondre là-dessus? La même chose, il y a pas de règle. Je dirais que comme partout dans la vie, il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de travail, et après, il y a beaucoup de chance. Je dirais comment se faire repérer, d'abord, on se fait repérer quand on est dans une école d'art par ses professeurs. Il peut y avoir des professeurs qui, tout d'un coup, pointent du doigt en disant, là, on a un élève qui est particulièrement brillant et qui va faire un peu un buzz là-dessus. Après, vous avez votre communauté artistique. Et ça, c'est des choses que moi j'ai déjà vécues plusieurs fois, qui fait que dans le cadre d'une exposition, vous avez des artistes qui disent, bah, tiens, puisque tu as aimé ça, tu devrais regarder le travail de tel artiste. Après, il y a le réseau des collectionneurs. Il y a toujours des collectionneurs qui veulent absolument voir l'artiste qu'ils ont repéré, en lequel ils croient, etc. Donc il y a mille manières. Et il y a un journaliste qui tout d'un coup va avoir envie d'écrire sur quelqu'un. C'était le cas. Moi, j'écrivais régulièrement des articles pour Singular, qui est un web en ligne français pour Das Artes ici au Brésil. Et un jour, j'ai vu une artiste à Curitiba, vraiment j'aimais bien, pas connue, et j'ai écrit sur elle. Sur ça, avec les objets naturels. C'était un peu la vie c'est ça, t'entends, il y a des cadeaux. Hein, cadeaux. Comme moi, j'ai eu un cadeau d'arriver au Brésil avec ce carnet d'adresse d'un collectionneur argentin. C'était pas du tout prévu au départ. Je crois qu'il faut faire confiance à la vie. Et la vie présente toujours sur votre chemin énormément de cadeaux. Alors, il faut savoir les repérer
Il faut savoir les prendre. C'est là peut-être difficile d'être ouvert toujours à des nouveaux cadeaux. Alors, je dirais. Parce que parfois, ça peut effrayer, ça peut créer des. Mais donc, vous avez toujours accueilli ça parce que tout le monde n'est pas en mesure de faire comme vous, d'être capable de s'installer au Brésil. C'est aussi une personnalité. Donc, vous avez cette Oui, personnalité-là qui vous permet d'accueillir. j'ai une personnalité qui m'adapte assez facilement. Assez facilement, mais c'est facile quand on suit finalement les ondes du monde de l'art. C'est quand même assez agréable. Vous êtes toujours entouré de gens talentueux et qui vous font rêver toute la journée. C'est pas trop difficile. On va finir là-dessus parce que c'est super. Et merci, c'est beau d'avoir des gens dans le monde de l'art qui rappellent les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est pas l'argent, c'est pas. Les fondamentaux, ça reste. Ça gâche tout, ça abîme tout, c'est un peu dommage. Alors, ça veut pas dire que c'est pas important, mais ça doit pas être la priorité. Le plaisir de rencontrer, le plaisir de montrer, Alors, le plaisir. après, les galeries, c'est un modèle économique. Hein, vous avez un loyer, vous avez des personnels, vous avez des artistes, vous avez des avances. Donc, il y a un moment donné où. On peut être attrapé par les actifs, tout ça. Mais les artistes aussi, ils ont des loyers à payer, ils mangent, ils voyagent. Il y a un juste. Mais il ne faut pas que ce soit l'élément déterminant. Moi, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est même très gênant qu'on puisse croire à ça aujourd'hui. C'est super. Et finalement, moi j'ai eu la chance de vivre pendant l'étranger, comme vous l'avez dit, je me souviens toujours d'une rencontre qui a été fondamentale pour moi, qui était avec Dominique de Ménil à Houston. Et cette femme absolument incroyable me racontait qu'elle avait découvert le monde de l'art quand elle était jeune, en regardant les livres d'art et les reproductions en noir et blanc. Et ça lui avait donné envie. Donc après, elle est allée dans les musées où elle a vu des œuvres en vrai. Et après, toute sa vie était en fait la collection, c'est probablement des collections les plus importantes du monde. Et quand on allait chez elle à Houston, elle avait évidemment une maison de Philip Johnson, c'était pas n'importe quoi, mais elle était dans un quartier où tout le monde avait ces espèces de temples, de palais avec des colonnes, des choses très très prétentieuses, des grilles fermées. Et elle, il y avait une petite chaîne qui fermait de la rue. On arrivait dans cette maison de Philip Johnson absolument incroyable, qui était complètement ouverte. Et je crois qu'on pouvait donner un coup de pied dans la porte et rentrer chez elle. C'était l'inverse de tout le monde. et vraiment, je crois que c'est une sacrée leçon. C'est des gens comme ça qui font que le monde de l'art existe et que le monde de l'art continue. Je pense que tous ces spéculateurs vont retourner comme ça dans un oubli total et dans une espèce de poussière du monde. Un jour, je ne sais pas quand, parce que vraiment il faut beaucoup de bruit. Bravo. Un petit hommage à cette femme. Ça y est, c'est la fin. J'ai trouvé personnellement cette interview hyper intéressante. J'espère que vous aussi et abonnez-vous pour le prochain.